Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Jean-Louis Bourlanges, député MoDem des Hauts-de-Seine, est le premier invité de l'épreuve de vérité en cette année 2018. Désormais diffusé le lundi. Jean-Louis Bourlanges, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, d'avoir accepté donc notre invitation de Public Sénat. La vérité n'est pas une épreuve. La vérité n'est pas une épreuve. Nous le verrons au cours de cette émission, en tous les cas, réalisée toujours, bien sûr, comme ces dernières années, et ce sera encore le cas en 2018, avec l'AFP, avec Radio Classique et avec Les Échos. 3 grandes questions vous seront posées, Jean-Louis Bourlanges. 1. La transformation est-elle en marche? Vous répondrez à Jean-Francis Pécresse. Alors, j'ai vu que vous avez regretté récemment un début chétif d'Emmanuel Macron par rapport à Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous expliquerez là-dessus. J'expliquerai. Deuxième question. À quoi sert donc le MoDem dans cette majorité présidentielle? Paul Aubriat vous le demandera. Enfin, troisième question. Emmanuel Macron est-il une chance pour l'Europe? Michael Zamès vous interrogera sur le déploiement du président français hors des frontières et aujourd'hui jusqu'en Chine. Mais d'abord, une toute première question d'actualité. Un record de demandes d'asile en France, plus de 100 000 l'année dernière. Sur 10 ans, on le voit, la courbe monte en flèche. Dans le même temps, on apprend, et c'est le ministre de l'Intérieur d'ailleurs qui le dit ce matin dans une interview au Progrès, que le nombre d'étrangers non éligibles à l'asile, mais reconduits à la frontière, en fait, est en recul depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Est-ce que tout cela vous inquiète ? Écoutez, je ne vois rien de très surprenant dans cette montée des chiffres. Hélas, ils reflètent de façon tragique la tragédie du Moyen-Orient. Personne ne peut... C'est pas du tout l'indice d'une dérive, d'un manque de contrôle. C'est simplement le fait que nous avons des quantités de plus en plus impressionnantes de personnes qui sont obligées... d'Albanais et beaucoup d'Africains. Oui. Bien sûr, mais il y a des... Écoutez, on peut toujours invoquer les problèmes au mais il y a le Moyen-Orient, mais la région sahélienne n'est pas non plus de tourpeau. Elle n'est pas épargnée. On a des problèmes. Les Albanais, c'est un problème très particulier. Et là, il faut être sans doute particulièrement attentif à ces causes et au traitement de cette affaire. Donc, je crois que le vrai problème, c'est que nous avons à la fois des demandeurs d'asile en termes politiques, ceux-là, nous sommes équipés juridiquement, sinon administrativement, pour les accueillir, mais nous avons des demandeurs économiques que nous refoulons quand ils ne correspondent pas à des décisions qui ont été prises par nous. Et ce qui est inquiétant, c'est pas exactement de question, mais comme dirait Georges Marchais, c'est ma réponse. Oui. Nous avons toute une zone grise qui se développe. Par exemple, les émigrés climatiques, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus vivre dans l'endroit où ils sont. Et là, nous sommes très désarmés, et en tout cas, tant qu'on n'a pas effectivement défini une doctrine, posé des principes, ils n'ont pas à être admis, accueillis au titre de l'asile. Donc vous approuvez la ligne dure qui est adoptée, semble-t-il, par le président de la République. Quand il s'exprime sur le sujet, on l'a bien vu ces dernières semaines. Je n'aime pas l'expression de ligne fermeté. Oui, non, mais je crois que, si vous voulez, moi, je préférais... les mots fermeté donnent l'impression qu'on a un choix entre appliquer exagérément la loi ou l'appliquer insuffisamment. Moi, je crois qu'on doit appliquer la loi. Ce qui fait problème, c'est le manque de rigueur administrative, c'est le manque de capacité à traiter les demandeurs d'asile. Ce sont les délais, et c'est à ça d'ailleurs que le gouvernement entend faire échec, c'est les délais tout à fait excessifs avec lesquels les demandes d'asile sont instruites. Donc je crois qu'il faut faire preuve de rigueur administrative, d'efficacité administrative, et non pas dire qu'on va resserrer les boulons. Ça plaît beaucoup à certains électorats, vous nous dites que l'efficacité, mais c'est pas comme ça que je vois les choses. Peut aller avec l'humanité. Certainement, enfin, cela dit, ne nous payons pas de mots non plus. La situation de la plupart de ces personnes est absolument tragique. Il faut voir ce qu'ils ont fait pour arriver là, où ils en sont, pourquoi ils sont partis, les atrocités qu'ils ont subies en cours de voyage. C'est une affaire qu'on ne peut pas aborder sans un minimum
d'humanité. Je m'étonne que certains partis politiques puissent aborder tout ça avec d'un cœur léger en disant on n'a rien à faire de ces gens-là, ce sont des personnes humaines. Mais est-ce qu'on peut par exemple recenser les sans-papiers dans les centres d'hébergement d'urgence? Il y a une polémique à ce sujet et là-dessus Gérard Collomb tient bon. Écoutez, moi je crois que... C'est de l'humanité, de l'efficacité. Je ne me sens pas compétent pour définir exactement sur le plan administratif la meilleure technique. Il faut être dans l'administration pour le faire. Je crois que l'identification de ces personnes doit être faite le plus tôt possible. Donc, ensuite, tout est affaire de moyens, tout est affaire de conditions, tout est affaire de dignité de l'accueil et de dignité du traitement. C'est vraiment une question de travaux pratiques. Alors, on en saura plus bientôt, puisque le ministre de l'Intérieur prépare donc une loi. Elle sera dévoilée au mois de février. Mais déjà, j'ai vu que des tensions sont apparues au sein même de La République En Marche. Est-ce que c'est au sujet des migrants, selon vous, qu'il y a effectivement peut-être que des frondeurs vont émerger dans la majorité présidentielle? Moi, je ne crois pas à la notion de fronde, parce que pour faire référence aux frondeurs de l'ancienne majorité, les frondeurs de l'ancienne majorité étaient des gens qui étaient en opposition frontale avec la ligne économique et politique du gouvernement. Donc ça ne pouvait pas coller. Hein, et là tandis que là, c'est simplement une question d'appréciation de l'humanité par rapport à la rigueur administrative, c'est beaucoup plus une question de dosage. Le souci de Gérard Collomb me paraît très légitime, c'est de dire on ne peut pas s'accommoder d'un système qui nous conduit à ne pas débouter un demandeur d'asile dans un délai inférieur à 2 ans. Au bout de 2 ans, on le dit, ah ben non, monsieur, vous n'êtes pas là. 6 mois, alors, il dit 6 mois, ça ne suffira pas, parce qu'au bout de 6 mois, vous pouvez aussi vous évaporer. Mais ce serait quand même un immense progrès, et sa loi tente essentiellement à tendre vers ces 6 mois. D'accord. À atteindre ces 6 mois, pardon. La suite de l'épreuve de vérité avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Jean-Louis Bourlan. Bonsoir Monsieur Pécresse. Est-ce que la transformation promise par Emmanuel Macron, est-ce qu'elle va assez vite et assez loin? Assez vite et assez loin. Oui. Je crois qu'elle va certainement assez vite. Car je crois vraiment que dans ce domaine, dans le domaine non pas des réformes, mais des changements, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, je pense qu'un délai... le problème, c'est de ratisser, de labourer profond. C'est ça la question des réformes. Il faut aller au fond des choses. Et je crois que ça n'implique pas nécessairement qu'on aille à toute vitesse. Je prendrai un exemple. Je crois que le ministre dont je me sens le plus proche dans son action, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Blanquer. Monsieur Blanquer. Ben voyez-vous, il ne propose pas une réforme d'ensemble, clé en main, que les parlementaires seraient amenés à voter en quelques semaines. Il propose un certain nombre de mesures concrètes, précises, allant dans 2 directions qui sont absolument stratégiques, centrales. D'abord, la lutte contre les inégalités dès l'enseignement primaire et même maternel. Donc, d'une part, des opérations précises dans ce sens, et d'autre part, le rétablissement d'un rapport beaucoup plus exigeant au savoir et aux disciplines fondamentales. Ça, ce sont 2 éléments centraux, mais vous ne le ferez pas par une réforme en faisant un texte de loi ou en faisant des décrets. Donc je trouve qu'il faudrait peut-être plus de pragmatisme et plus d'attention aux affaires administratives. Prenons l'exemple de l'asile que nous venions d'évoquer. Je crois très bien que M. Collomb s'oriente dans cette direction, mais je crois que le rapprochement, la limitation des délais, ce qu'on veut obtenir, c'est d'abord des opérations, des réformes, des changements administratifs au jour le jour. Alors, on vous attendait quand même beaucoup sur les questions économiques, sur la transformation. Je rappelle à l'ordre de M. Grossior. Exactement. Entendu, très critique notamment sur le budget 2018, sur l'insuffisance des réductions d'effectifs de fonctionnaires et sur l'insuffisante réduction du déficit et de la dette publique. Est-ce que là-dessus, ça va assez loin? Je n'ai pas posé le problème en termes de réduction du nombre de fonctionnaires. Je crois qu'effectivement, il y a certainement trop de fonctionnaires, notamment dans les collectivités territoriales et aussi sans doute dans une partie de l'appareil d'État. Mais je pense que le nombre de fonctionnaires, c'est quelque chose qui se définit
a posteriori, qui se définit quand on a fait les réformes, quand on a évalué les besoins, quand on a compris en quoi les fonctionnaires faisaient double emploi ou pas. C'est pas quelque chose, c'est pour ça que j'étais quand même... Je comprends la démarche de Nicolas Sarkozy qui disait on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux. C'est peut-être bête et méchant, mais c'est assez efficace. Mais je crois que là, il faut aller très au-delà. Et effectivement, mon inquiétude, tout au long de la période budgétaire, dont nous sommes sortis il y a quelques semaines, a été que l'objectif de réduction des dépenses publiques n'a pas été clairement affiché en termes suffisamment ambitieux. On a dit, et je comprends très bien, et c'était nécessaire, qu'il fallait absolument tenir les 3% de déficit du PIB, qui était un engagement que nous avions pris, notamment vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de nos partenaires allemands, mais il fallait aller bien au-delà. Comment va-t-on faire? Comment, sur la longue durée, va-t-on opérer une réduction des dépenses publiques? Est-ce que ce sera sur l'État? Est-ce que ce sera sur les systèmes d'intervention? Et là, je trouve que la réflexion n'a pas été véritablement même engagée publiquement de façon précise. Est-ce que là-dessus, vous n'avez pas le sentiment qu'au fond, on est en train de rater une occasion, une nouvelle fois? Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a une bonne expression. Il dit c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit de la maison, pour dire il faut que les réformes en France soient faites maintenant parce que la conjoncture est bonne. Oui, j'ai appris en écoutant Jean-Marc Daniel que c'était une phrase de Kennedy. Voilà, l'économiste Jean-Marc Daniel. Une des nombreuses phrases de John Kennedy, le président de la République en a cité une l'autre jour. Mais il devrait s'inspirer de celle-ci. Oui, il pourrait s'inspirer de celle-ci, je crois. Alors effectivement, les réformes, c'est très simple. Quand on en a besoin, on les fait pas parce que... Quand il fait beau, on les fait pas parce qu'on dit tout va bien, l'argent rentre à flot, donc les déficits vont se résoudre d'eux-mêmes. Et quand la conjoncture tourne, on n'a plus d'argent, mais on dit, alors on peut pas imposer au pays qui est déjà traumatisé par des réformes, un effort qui sera effectivement source d'un tassement de la croissance. J'ai lu hier le Premier ministre dans le journal du dimanche rappeler l'impératif de réduction du déficit public. Donc, non, mais je crois que... Alors, vous êtes rassuré. Je sais pas, vous êtes rassuré? Non. Non, je serai rassuré quand je verrai le chantier se mettre... Pas seulement des actes. Je verrai d'abord un diagnostic. Parce que vous savez... Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on peut réduire les dépenses publiques comme ça. Quand vous regardez les dépenses de l'État, par exemple, où allez-vous les réduire? Pas dans la justice. Chacun sait qu'il n'y a pas assez de greffiers, de juges, etc. Pas dans la police. Que Sarkozy s'y est essayé, ça n'a pas marché. Pas dans les hôpitaux. Vous voyez très bien que, ça c'est pas l'État, mais c'est le système de santé. Pas chez les professeurs. Vous voyez bien que les professeurs sont à la fois pas très très nombreux en France. On ne peut pas alors. Si. Dans les collectivités locales. On peut certainement, il faut réfléchir, et pas dans l'armée enfin. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ça enferme des portes. Hein. L'État, je ne crois pas. Mais il reste les collectivités. Il reste les collectivités. Je pense que on a cédé devant les collectivités territoriales. Je pense que c'est une confrontation très dure, en plus politique, parce que les collectivités territoriales sont tenues par des élus de grande qualité, souvent qui appartiennent à ce que les gens d'En Marche, ce n'est pas la façon dont je parle, mais appellent l'ancien monde. C'est-à-dire des gens qui sont globalement proches de LR ou proches des socialistes. Et donc il y a une espèce de tension politique. Je pense qu'on ne doit pas on doit aborder les problèmes de réduction des dépenses de façon intelligente. Parce que si on demande simplement aux gens de baisser leurs dépenses, ils vont frapper l'investissement et pas frapper le fonctionnement. Or, on a besoin d'accompagner les collectivités dans la diminution des dépenses de fonctionnement. Mais les grands domaines, ce sont les domaines d'intervention sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui coûte en termes maastrichtiens? C'est la retraite, c'est les retraites, c'est le logement, c'est l'UNEDIC, c'est le système de sécurité sociale. Et là, on est au b.a.-ba d'une réflexion stratégique. J'ai écouté ce qu'a dit la ministre de la Santé, Mme Buzyn, qui dit qu'il y a excès de soins, des soins inutiles qui sont prodigués partout. Elle dit que le régime est à bout de souffle. Raison. Mais là aussi, comment passe-t-on aux travaux pratiques? Pas pertinent. Alors, donc là, c'est là le chantier. C'est là qu'on peut faire une purge, en fait. Je ne crois pas à la commission de l'AH, au pur. Mais bon. Ce sont des mesures instantanées, alors que nous avons besoin d'une thérapie pluriannuelle. Mais une thérapie pluriannuelle, quand vous annoncez ça, c'est toujours que vous voulez rien faire. Donc il faut à la fois préparer de façon extrêmement rigoureuse ce que vous faites sur plusieurs années et commencer par quelque chose. Les uns après les autres.
Donc mercredi s'ouvre la concertation, la discussion, la négociation sur la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que c'est là qu'il faut faire des économies massives et notamment grâce à un meilleur contrôle de la demande d'emploi, enfin de la recherche d'emploi par les chômeurs? Est-ce que vous pensez que c'est une source d'économie? Parce que c'est très contesté. D'abord, je pense que là, il y a une certaine contradiction, une injonction paradoxale, comme on dit quand on veut faire savant, du côté du gouvernement, puisque d'un côté, on nous dit qu'il faut effectivement gagner de l'argent là-dessus, ou du moins en dépenser moins, et d'autre part, on essaie de monter des systèmes d'assurance chômage universel, d'assurance chômage volontaire, si je puis dire, qui sont quand même assez contestables. Personnellement, c'est dans le programme présidentiel, donc j'ai été élu dans le cadre du programme présidentiel, donc je m'incline respectueusement, mais je crois que ce n'est pas l'idée du siècle, de commencer à dire qu'on accède volontairement à l'assurance chômage, alors qu'on a déjà beaucoup de difficultés à financer ceux qui y sont parce qu'ils perdent leur emploi. Mais enfin, donc, je crois d'ailleurs que le gouvernement est en train d'évoluer et de restreindre ses ambitions dans ce domaine, et je l'approuve. C'est-à-dire, vous avez des informations? Ah non, j'ai pas. Je crois qu'on voit bien qu'on sent une timidité devant l'ampleur du coût que représenterait cette affaire. On verra ce qui en résultera, mais je n'ai pas d'informations pratiques. Alors sur le plan deuxièmement, le contrôle. Je ne crois pas du tout que la sévérisation du contrôle sur les chômeurs soit une source importante de revenus. Je crois qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que vous ne pouvez pas laisser des populations en chômage en déshérence, sans vous occuper d'eux, sans vous occuper d'elles, sans les accompagner, sans exiger. Parce qu'il faut exiger d'elles des efforts précis, de longue haleine, répétés, pour accéder à l'emploi. Vous avez un devoir d'accompagnement, un devoir de responsabilisation, permettant la mobilisation et le retour à une volonté d'employabilité de la part des gens au chômage. Donc il y a vraiment une nécessité là. Mais c'est ça l'objectif, parce que c'est pas là-dessus qu'on va gagner de l'argent. Les instruments existent aujourd'hui. Il y a une convention d'assurance chômage de 2008, je crois, qui permet de le faire. Est-ce qu'il faut véritablement faire une nouvelle, disposition légale? Vous avez raison. Moi, je pense que les outils existent depuis la réforme introduite par Nicolas Sarkozy. Il y a certaines choses qui sont... J'ai écouté l'autre jour dans je ne sais plus quelle radio, parce que ça ne m'était pas apparu jusqu'à présent, quelque chose de très significatif. Vous savez que Pôle emploi peut prendre quelques sanctions dans un certain nombre de cas, quand le chômeur ne se présente pas à un rendez-vous, etc. Mais les vraies interruptions d'indemnité, ça dépend du préfet. Eh bien, c'est donc un pouvoir qui appartient au préfet. Eh bien, dans la plupart des préfectures, il n'a pas été prévu de services de fonctionnaires qui gèrent cette affaire-là. Donc c'est simplement par défaillance administrative, si je puis dire, c'est simplement une loi qui est lettre morte. Mais ça, c'est la vérité en France. En France, on hypertrophie beaucoup trop le rôle des lois. On attend beaucoup trop de la loi et pas assez des aménagements concrets, négociés. Et de ce point de vue-là, ce qu'a fait Mme Pénicaud est, je crois, exemplaire. Merci Jean-Francis. On a compris quelles sont non pas vos réserves, mais vos impatiences alors sur la transformation économique et sociale. Les attentes. Vos attentes, voilà, sur la transformation du pays. La suite de l'épreuve de vérité, maintenant avec Paul Aubria, notre confrère de l'agence France Presse. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Paul. Bonsoir. Votre question au député MoDem Jean-Louis Borloo. À quoi ça sert le MoDem dans la majorité présidentielle aujourd'hui ? Pour l'instant, ça je vous parlerai franchement. Moi j'ai été interrogé à la fin de l'année sur le sentiment que j'avais. J'ai dit en tant que citoyen, je suis comblé par les 6 premiers mois d'Emmanuel Macron. En tant que parlementaire, je suis frustré. Parce qu'effectivement, je trouve que la majorité, d'une façon générale, n'a pas vraiment trouvé sa place dans le dialogue avec le gouvernement. Nous avons un gouvernement qui prend ses responsabilités, qui est composé de personnalités extrêmement brillantes, conscientes d'un certain nombre, conscientes de ce qu'elles doivent faire, mais vraiment, tout ce monde ne s'intéresse pas beaucoup à ce que pense, si tant est qu'il pense, à ce que pense le Parlement. Donc, vous voyez, j'ai été longtemps député européen. Je peux vous dire que, quoi qu'on dise du Parlement européen, c'était autre chose. Parce que le Parlement européen, c'est un système dans lequel vous êtes à égalité
avec la commission. L'Assemblée nationale, c'est moins bien vous êtes que le Parlement dépendant. de Strasbourg. C'est pas moins bien, je veux dire, c'est moins libre. On n'est pas pris en compte en tant que tel. Nous avons une habitude. Là, vous parlez du fonctionnement même. C'est le cœur de la Ve République. C'est le cœur de la Ve République, et c'est quelque chose à laquelle que la Ve République, c'est un défaut de la Ve République. Beaucoup de gens l'ont dit. Depuis 50 ans, Jacques Chaban-Delmas avait essayé de lutter contre ça. Alors, chaque fois, le président arrive. Alors, on avait dit la gauche, Mitterrand, il parlait du coup d'État permanent. Il est arrivé, vous avez raison, le coup d'État permanent est devenu vraiment permanent. Donc, c'était Mitterrand qui décidait de tout, etc. Ensuite, on a toujours eu des choses comme ça. Et avec Macron, Chirac, Sarkozy. Pire, certains disent. Alors, Macron, je ne dirais pas que c'est pire, mais c'est en tout cas, moi, je n'étais pas parlementaire avant, donc j'ai du mal à faire des éléments de comparaison. Mais en tout cas, moi qui ai beaucoup vécu dans d'autres milieux politiques européens, je ressens cela comme une anomalie un peu frustrante. Je sais bien que même en Angleterre, il faut obéir. Mais je veux dire que tous les grands sujets que j'avais à cœur, par exemple, j'étais contre l'institution de l'IFI. J'étais plus que réservé sur cette réforme du gouvernement précédent, mais qui a été acceptée par celui-là, qui était le prélèvement à la source. J'attendais, comme je l'ai dit, des choses en matière de réduction des dépenses, et j'ai eu l'impression d'avoir eu un excellent accueil sur le plan personnel de la part des ministres, Le Maire et Darmanin, mais oui, cause toujours, on t'aime bien, on t'invitera toujours à dîner, on discutera avec toi, mais franchement, c'est ailleurs qu'on prend nos instructions. C'est ailleurs qu'on prend nos instructions, mais au-delà même du Parlement, est-ce que la vie des partis et la décomposition politique, est-ce qu'elle est dangereuse finalement? Est-ce que ces partis qui sont affaiblis, quasiment inaudibles? Je n'ai pas répondu à votre question sur les partis politiques, je veux le faire. Sur le rôle du MoDem. Si je suis au MoDem, c'est parce que je ne suis pas En Marche. J'étais ni au MoDem ni En Marche avant, et je ne suis pas En Marche parce que je n'ai pas aimé la façon, et j'aime pas la façon dont En Marche est constituée. Je veux dire que les parlementaires sont de grande qualité. Hein. On s'est un peu gaussé de tel ou tel qui était maladroit. Moi-même, j'ai eu tel incident avec tel parlementaire, d'ailleurs très sympathique par ailleurs. Peu importe. Nous avons quand même des gens qui sont de qualité, qui ont des compétences. Par exemple, la WIP en matière de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Madame de Montchalin, est très remarquable. Mais sur le MoDem, un peu brutal, vous mais êtes très la remarquable. deuxième force de majorité, on ne vous entend pas. Non, mais alors là, oui. Alors là, c'est là où ça ne va pas. Parce que d'une part, En Marche est complètement prise en main. C'est vraiment une courroie de transmission, alors que, je le rappelle, Macron a été élu sur une demande de démocratie participative. Alors c'est difficile, la démocratie participative, mais au moins qu'on respecte la démocratie représentative. Et donc, alors nous, d'une part En Marche n'est pas écouté, et nous sommes dans une situation très très intermédiaire, très insuffisante. Mes amis ont tendance, ils sont optimistes. Les démocrates chrétiens sont toujours confiants dans l'avenir, heureux de ce qu'ils font, etc., sympathiques, bienveillants. C'est formidable d'être au MoDem. Hein. Je veux dire que je suis dans une situation de très très grand confort personnel, intellectuel et moral. C'est la faute de M. Bayrou, il est trop Non, béat. pas du tout. Mais il faut peser, il faut avoir le courage de gueuler, de dire non, d'affirmer ça. Et là, on sent que, sans aller à une culture de l'insoumission que nous réservons, que nous abandonnons à M. Mélenchon, une culture de l'exigence, me paraît. Du rapport de force. Non, mais vous pourriez pas. Non, mais je ne crois pas que ce soit comme ça. Ouais. Je veux dire, on peut aborder les questions à fond. Sans rapport de force, en essayant de voir qui a raison, qui a tort. Quand les parlementaires émettent des observations, ce ne sont pas forcément toujours des observations idiotes, quelquefois, mais pas toujours. Et donc ça mérite d'être discuté, et quand on a raison, ça mérite d'être pris en compte. C'est une question de culture. Et pourtant, le président et le Premier ministre sont toujours très très populaires. Leur code de popularité n'arrête pas de grimper. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est justifié. C'est justifié. Ça va continuer, ça va s'arrêter. On en est où de les Français l'état de sont grâce? anarchistes. Ouais. Les Français ils aiment le chef. C'est le roi Macron. Oui, c'est très simple. Hein. Les Français, c'est pour ça que l'histoire de 6e République, on veut escamoter le président, ça ne marchera jamais. Les Français élisent le chef de l'État eux-mêmes. C'est leur homme. Il est à l'Élysée, c'est leur homme. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que ce soit leur homme qui gouverne. Et alors, les parlementaires,
ils disent des choses idiotes. Les Français sur les parlementaires, ils disent qu'ils gagnent de l'argent, etc. C'est faux. Mais la sévérité vient d'une seule chose, c'est que les Français se demandent à quoi servent les parlementaires. Et alors c'est tout. Si on vous suit là dans votre démonstration, on peut se poser la question. Oui, mais on peut se poser la question. Et moi, je crois que l'une des solutions, ça sera, oui, mais là, il faut mener ce combat. Mais ça n'intéresse plus personne, parce que la démocratie représentative n'intéresse plus le monde. Vous avez des gens qui sont pour le pouvoir du président, des mentalités un peu consulaires, je dirais, à la Napoléon. Et puis vous avez des gens qui sont pour la démocratie participative, les réseaux. Et puis les pauvres gars comme moi, qui sont attachés à la démocratie représentative, tout le monde s'en moque un peu. C'est dommage. À quoi servent les parlementaires? Ils peuvent bloquer une réforme constitutionnelle s'ils ne sont pas 3/5 à la voter. Pas seulement. Est-ce que ce sera le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, cette absence de 3/5? Pas seulement 3/5. Il faut d'abord que la réforme soit votée en termes identiques dans les deux chambres. Oui, donc il faut avoir une majorité au Sénat et une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le talon d'Achille du président de la République? Ça dépend comment Achille va se conduire. Parce que car ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas une réforme constitutionnelle si on ne négocie pas. Avec qui doit-on négocier? Notamment avec Gérard Larcher. On va l'écouter justement, parce que Lille négocie et, il l'a rappelé encore hier, il a ses lignes rouges sur la réforme du Parlement notamment, bien sûr. J'ai plusieurs lignes rouges ou très fortement clignotantes. Ma première ligne rouge, c'est que le département ou la collectivité unique est le lieu de référence de l'élection. Le second des sujets, c'est que je suis très attentif parce que je n'oublie pas le premier tour de l'élection présidentielle, à une France fracturée en 4. Et puis, sur le cumul dans le temps, vous savez que ça concerne 12 sénateurs sur 348 aujourd'hui. Ça ne vous concerne pas d'ailleurs, même si vous êtes sénateur pendant 27 ans. Non, ça ne me concerne pas parce que j'étais ministre entre-temps. Exactement, entre-temps. Vous voyez que si on veut faire gadget, on se précipite là-dessus. Et si on pense que c'est pour nourrir les populistes, alors ça ne suffira jamais. Alors, c'est un gadget, l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Moi, j'ai toujours été hostile. Ça, je l'ai dit pendant la campagne. À l'interdiction. À l'interdiction, oui. J'ai toujours été favorable à l'interdiction du cumul de plusieurs mandats simultanément, parce que je crois qu'on ne peut pas être sérieusement maire d'une commune importante ou président d'un conseil général ou président d'un conseil régional et en même temps faire vraiment son travail de législateur et de contrôleur du gouvernement à l'Assemblée nationale, au Parlement, ça oui, mais le cumul dans le temps, j'ai toujours trouvé que c'était une très mauvaise idée et qu'à la limite, elle est inconstitutionnelle, car au nom de quoi pourrait-on interdire aux citoyens, aux électeurs, de voter pour quelqu'un qui n'a en rien démérité et qu'ils auraient le souhait de voir élu? Donc un point pour Gérard Larcher, c'est lui qui va remporter le match au final? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si... Il ne faut pas que ce soit un match, Michel Brossier. Il faut que ce soit une discussion. Non, là, c'est un élément. Je crois effectivement que ça ne passera pas. Ça dépend ce qu'on veut faire, de tout. Ça dépend. De quoi sera faite la réforme? Est-ce qu'on voudra diminuer? De combien voudra-t-on diminuer le nombre des parlementaires? Moi, je suis favorable à une diminution du nombre de parlementaires. Mais ce que je n'ai pas dit, qui est aussi une réponse à la question que vous m'avez posée préalablement, c'est qu'à mon avis, la grande question, c'est celle du mode de scrutin. Et j'ai des idées en matière de mode de scrutin. Je ne suis pas sûr, hélas, qu'elles soient, là encore, vraiment prises en compte par le gouvernement. Je crois qu'il faut un mode de scrutin qui reste à l'Assemblée nationale majoritaire, ma non troppo, et surtout qu'ils maintiennent, et c'est une loi, c'est facile à faire techniquement, qu'ils maintiennent l'équilibre à l'intérieur de la majorité. Je ne veux pas, je trouve que ce qui nous perd, c'est un système dans lequel un président qui a 25% des voix, par le jeu de tous les mécanismes de scrutin majoritaire, présidentiel, puis législatif, etc., arrive à avoir une majorité absolue, ce qui veut dire que 75% des gens se retrouvent en dehors de la majorité parlementaire. Je crois que là, il faut changer ce système. Autre question. Pour revenir au MoDem, il y a Jacqueline Gourault qui aujourd'hui est en charge de la Corse au gouvernement. Alors elle doit négocier naturellement avec les nationalistes. Est-ce que vous pensez qu'elle va céder à des revendications nationalistes et est-ce qu'il faut le souhaiter? Je crois d'abord que c'est un excellent
interlocuteur ou une excellente interlocutrice qu'a choisi le gouvernement pour négocier avec les Corses. Je connais bien la Corse, ma femme est corse, j'ai fait des périodes administratives en Corse, j'aime beaucoup les Corses et c'est pas des clients faciles. Sur quoi on peut discuter? On verra. Je crois qu'il y a tout un ensemble de choses qui me paraissent extrêmement difficiles. On ne peut pas remettre en cause, on ne peut pas par exemple avoir des décrets qui seraient écrits en langue corse et en français, parce que ça serait une source de confusion générale. En revanche, il peut y avoir effectivement des traductions, des choses, il peut y avoir un développement de la langue corse, et tout un ensemble de choses qui sont possibles. Sur la propriété, la propriété immobilière, je considère comme totalement absurde l'idée qu'on réserve à des indigènes, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indigène? Est-ce qu'il faut être corse? Est-ce que quand vous avez un nom corse, que vous vivez, comme M. Achille Peretti, qui était maire de Neuilly pendant des années, est-ce qu'il avait conservé son droit à être considéré comme corse ou pas? Bon, ça n'a aucun sens. M. Talmaloni n'est pas né en Corse, par exemple. Oui, mais on ne va pas commencer à demander aux gens... On mettrait le doigt, là. Oui, mais écoutez, ça, la citoyenneté française, elle est faite sur d'autres bases, et ça n'est pas négociable. Maintenant, il y a certainement beaucoup de choses qui sont négociables, beaucoup de pouvoirs, et d'ailleurs on a déjà commencé, parce que la collectivité corse, c'est quand même un sacré pouvoir qui leur est reconnu. Une autre question. La dernière. L'actualité du jour, c'est l'un des porte-parole d'En Marche, M. Nézard. On a découvert qu'il y a quelques années, il avait tweeté dans des termes injurieux, insultants. Est-ce qu'il a encore sa place au porte-parole d'En Marche après les tweets qu'il a pu écrire il y a quelques années? On parle de M. Ryan Nézard. Donc, oui. Alors, vous avez vu cette affaire? Oui. Écoutez, moi, je ne suis pas démocrate chrétien, mais je suis démocrate et chrétien, et je suis donc pour le pardon des offenses quand même. Je trouve que j'en ai un peu assez. Je ne connais pas cette affaire, hein, donc je ne veux pas juger du cas d'espèce du tout. Mais vous avez vu ces tweets qu'il a effacés, insultants pour des personnalités politiques, avec des termes vraiment injurieux. Écoutez, les Français ont dit ça pendant très longtemps. Ce qu'il faut, c'est qu'il exprime il l'a fait. Des regrets. Je pense qu'on ne peut pas, ce climat de suspicion générale. Alors maintenant, c'est extraordinaire parce qu'on accuse les hommes politiques de tout, et là, on accuse les hommes politiques d'avoir été hostiles aux hommes politiques. Ça devient quand même un procès assez compliqué. Rédemption pour M. Nézard. Rédemption, non, je ne dirais pas. Je ne connais pas, je n'ai pas bien étudié cette question. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais je crois qu'il faut cesser de chercher des choses comme ça partout. Les hommes et les femmes politiques ont des responsabilités très lourdes. Il faut qu'elles les assument bien. S'il fait des erreurs aujourd'hui, il faut qu'il soit sanctionné. Maintenant, ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années... Oh, c'est pas si vieux, hein, en tous les cas. Bon, enfin, on va pas faire toute l'émission là-dessus. Hein. Je me sens bien incompétent pour en parler savamment. On a entendu en tous les cas, votre mansuétude quand même. Merci beaucoup, Paul Aubriat. Dernière partie de l'épreuve de vérité. On va parler de l'Europe, et maintenant, sous toutes ses formes, avec Michael Zamès de Public Sénat. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Monsieur Bourlange. Alors, simple question, Emmanuel Macron est-il une chance pour l'Europe? Oui, je crois que c'est indiscutablement une chance pour l'Europe. Je crois qu'il a fait le bon choix, qui est de dire que sur l'Europe, il ne fallait pas aller à reculons. Il ne fallait pas biaiser, il fallait bien poser le problème, bien poser la perspective et dire que, de toute manière, quelles que soient les formes que prendrait l'engagement européen de la France, c'est dans la construction d'une Europe unie que se jouera notre avenir. Alors allons plus loin. Est-ce qu'Emmanuel Macron est devenu le nouveau leader de l'Europe? Non, vous savez, ces notions de leader, vous savez, même le général de Gaulle n'était pas le leader de l'Europe. Quand les Allemands n'ont pas voulu le suivre sur un certain nombre de choses, ils lui ont dit et on s'est arrêté là. Avant, Robert Schuman a lancé l'idée européenne en 1950, il était en condominium permanent, si je puis dire, avec Konrad Adenauer. Quand Giscard a fait avancer l'Europe considérablement, il a été en étroite symbiose avec Helmut Schmidt. Quand Mitterrand... ce sont toujours des moteurs, c'est ce que vous nous dites. Ce sont des moteurs. Et pourtant, quand Emmanuel Macron, lors de ses vœux, dit aux Européens, j'aurais besoin de vous, est-ce que c'est pas un peu présomptueux? Est-ce que c'est pas un petit peu aller trop loin?
Écoutez, je ne sais pas. Se prendre pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'aurais besoin de vous. Ça peut s'interpréter de deux manières. Soit effectivement de la façon un petit peu critique qui est la vôtre, qui est de dire je suis déjà votre chef, etc. Et donc vous devez me suivre. Soit aussi de dire que la France ne fera pas les choses toute seule. Ça peut s'interpréter des deux manières. En tous les cas, il s'engage au nom de l'Europe dans ses dernières prises de position. On va parler de la Turquie dans un instant et aujourd'hui même de la Chine, hein, puisqu'il est en déplacement. D'ailleurs, il a annoncé qu'il irait en Chine désormais tous les ans. On l'écoute, il a affiché dès son arrivée son ambition, notamment pour la planète. Je proposerai au président Xi une année franco-chinoise de la transition écologique 2018-2019 pour mobiliser nos entreprises, nos start-up, nos chercheurs, nos étudiants, nos universités, nos villes, des régions, pour démontrer au monde que nous, Français et Chinois, sommes capables de faire que notre planète soit à nouveau grande et belle, de donner corps à cette phrase « Jean Tizio, Zaitse, Weita ». Voilà. Alors, vous avez quelque chose à Ambition rajouter chinoise. en chinois? Non. Comme dirait le général de Gaulle, je n'entends pas le chinois. D'accord. Non, mais peut-être allons un peu plus loin, parce que est-ce qu'il prend la place, par exemple, laissée vacante par les Américains, par Donald Trump, totalement en Chine? Écoutez, je ne sais pas s'il prend on ne prend pas la place de Donald Trump en France Chine. a-t-elle aujourd'hui un rôle à jouer? On prend la place des hommes Les d'État qui sont responsabilités des affaiblis. États-Unis dans le Pacifique sont absolument immenses si elles sont assurées dans des conditions aussi erratiques et confuses qu'aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Et personne en Europe ne peut actuellement suppléer aux États-Unis. En revanche, ce que dit Emmanuel Macron et qui me paraît de plein bon sens, c'est que notre avenir passe inévitablement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par l'intensification des relations avec ce qui est objectivement la première puissance économique du monde. Mais là où je veux revenir, M. Bourlanges, c'est qu'on l'a entendu il y a quelques jours avec le président turc, on l'entend aujourd'hui en Chine, et on n'entend plus Angela Merkel, par exemple. Oui, ben c'est normal. Écoutez, on est dans une situation où, et c'est une caractéristique de la situation européenne aujourd'hui, où M. Emmanuel Macron a été élu dans des conditions assez brillantes. Il a complètement bouleversé le système politique. Il a constitué une majorité d'un type entièrement nouveau, de centre-droit et de centre-gauche, qui est une majorité par nature, par excellence européenne, et il a donc réussi quelque chose, une sorte d'extraordinaire, et il est confronté à des partenaires qui sont tous en difficulté. Trump à l'extérieur des États-Unis, et Trump est en situation difficile, Madame May est dans une situation impossible, Madame Merkel, et quoi, il faut lui laisser le temps, elle a besoin de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Oui. Pour résoudre son problème. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave justement le fait qu'elle soit bloquée? C'est pas grave. Est-ce que le moteur est en panne? Les Allemands font les choses lentement. Est-ce que l'Europe peut tourner sans ce moteur franco-allemand dont on nous rebat les oreilles depuis des années? Mais le moteur franco-allemand marchera. Moi, je crois à ce qu'en latin on appelait le festina lente, le hâte-toi lentement de la tortue. Les Allemands ont toujours fonctionné comme ça. Ils font les choses progressivement, ils les font sérieusement, et je suis convaincu qu'on arrivera à avoir une majorité déterminée dans quelques mois. Je ne suis pas sûr, en revanche, qu'il n'y ait pas un malentendu entre les Français et les Allemands sur le degré de transformation qu'on doit réaliser en Europe. Je pense que la grande différence entre les Allemands et les Français, c'est que les Allemands sont satisfaits de l'Europe telle qu'elle est, à condition que tout le monde respecte les traités et fasse ce qu'il doit faire. Alors qu'en France, un peuple éternellement mécontent, ça se divise en deux. Ceux qui n'en veulent pas et ceux qui en veulent plus. Et donc, on n'est pas tout à fait au diapason. Ben ça, c'est le rôle d'un homme d'État que d'arriver à organiser ça. Et puis, on a le problème de Rajoy, on a le problème des Italiens. Donc, tous nos partenaires sont en situation, enfin, la plupart de nos partenaires sont en situation très difficile. Je crois qu'il ne faut pas que ça dure. Je pense qu'on ne fera pas l'Europe sur l'affaiblissement durable de tout le monde. Vous parlez de la France et de ceux qui n'en veulent pas. Vous faites peut-être une petite parenthèse. Comment vous considérez aujourd'hui la façon dont Laurent Wauquiez, patron des Républicains, voit cette Europe, cette façon un peu eurosceptique? Est-ce qu'elle vous inquiète? Je crois que ce qui caractérise Laurent Wauquiez, en matière européenne, comme dans beaucoup de domaines, c'est l'opportunisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a choisi de s'opposer au centre droit, au centre gauche, à la gauche, sur deux thèmes,
la question européenne et la question identitaire et la question des immigrés. Il fait ça pour des raisons strictement électorales. Alors, je crois que sur la question européenne, ça ne le conduira nulle part. Parce que la messe est dite. Je veux dire que la messe a été dite au moment de l'élection présidentielle. Les Français ont clairement dit, après d'autres, après les Grecs notamment, moi, à mon avis, le grand virage, ça a été de Tsipras. Tsipras qui critique l'euro, qui dit c'est pas bon pour la Grèce et qui, quand il a la possibilité d'en sortir, dit une erreur non, politique. Ça serait non, je crois que c'est très significatif. Vous savez, j'ai une idée un peu paradoxale sur la crise et la relance de l'Europe. Je crois que la relance de l'Europe est fille de la crise de l'Europe. Je crois que quand la crise de l'Europe est entrée dans une période dramatique, c'est-à-dire avec la crise de l'euro, à ce moment-là, les opinions publiques se sont ressaisies. Avant, c'était une idée, on était contre l'Europe, ça faisait bien, ou pour l'Europe, mais ça n'avait pas beaucoup de conséquences. Tandis que là, on s'est dit, est-ce qu'on sort ou pas de l'euro? Eh bien, la réponse globale des Européens, c'est non. Nous devons garder l'euro et nous devons fédérer nos efforts sur le terrorisme, sur la sécurité, car nous avons partie liée les uns avec les autres. Vu de France, la réponse à l'Europe, est-ce que c'est une grande coalition, avec notamment Alain Juppé, pour une liste, on va l'appeler liste Macron par exemple? Ça, je ne sais pas comment ça va évoluer en politique intérieure. Je crois que le grand problème qui est posé, c'est de savoir comment la majorité actuelle va se situer dans le concert du Parlement européen. Parce que le Parlement européen, on n'attend pas que les Français. Les Français vont jouer un rôle important. Mais est-ce que les Français veulent rentrer au PPE ? Ce qui poserait quand même, les Français, je veux dire, d'En Marche, ce qui poserait un grave problème, parce que c'est quand même un parti où il y a les Hongrois de M. Orban, par exemple, alors que M. Macron dit à juste titre toutes les réserves qu'il a sur les atteintes à la démocratie dans ce pays. Bon, est-ce qu'ils vont se joindre aux socialistes ? Ça paraît aussi assez paradoxal. Est-ce qu'ils vont rejoindre le groupe des libéraux et des démocrates, dont fait partie le MoDem et le Parti démocrate européen? Ce serait a priori la solution la plus rationnelle. C'est pas, ou alors est-ce qu'ils veulent faire un groupe à partir d'Emmanuel Macron, une sorte d'en marche européen? Ça serait ça. Et là, il faut que les gens suivent. Hein. Et là, je crois que ça dépendra de beaucoup de choses. Effectivement, si M. Renzi l'emporte en Italie, mais ça n'a rien d'évident qu'il l'emporte en Italie, ça serait une possibilité, mais il faut voir. Hein. Moi, je crois qu'il faudrait plutôt qu'il se rapproche du MoDem sur ce plan. C'est nous qui avons montré le chemin, l'UDF d'abord et le MoDem ensuite. C'est nous qui avons montré le chemin en étant dans un groupe qui est exactement au centre de l'échiquier politique à Strasbourg. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de fermer la porte de l'Europe à la Turquie, comme on l'a entendu l'autre jour, il l'a dit devant le président Erdogan à Paris? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche, c'est-à-dire l'approche qui consiste à dire on a plein de choses à faire avec la Turquie, bien qu'elle ne respecte absolument pas nos valeurs, les principes auxquels nous tenons, mais ça, je suis de l'avis de Védrine, on ne fait pas de la politique avec des gens dont on partage simplement les valeurs. C'est ce que dit le président de la République. Sinon, on fait un petit club, mais en revanche, la grande erreur, à laquelle d'ailleurs a participé Védrine, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères au moment du Conseil européen d'Helsinki. La grande erreur, ça a été de dire qu'il pouvait intégrer l'Union européenne. Il faut distinguer les deux choses, coopérer avec la Turquie, tout en critiquant, intégrer dans l'Union européenne, non. Toute dernière question. Très court, la Pologne, on a déclenché l'article 7 qui permet un peu de contraindre la Pologne sur certaines choses. C'est une erreur ou pas ? On verra, c'est très difficile. Il y a en Pologne encore d'énormes réserves de défense de la cause européenne, de Solidarnosc, des droits de la personne. Je trouve que l'Église, notamment le Vatican, ne se mobilise pas assez pour rappeler aux Européens, aux Polonais, les valeurs fondamentales dont ils devraient se reconnaître. Je pense qu'il ne faut pas agresser psychologiquement la Pologne, et en même temps, il faut reconnaître que le gouvernement polonais se fiche un peu du monde. C'est un message au pape. On termine par votre message au pape. Il n'est pas polonais, mais qui devrait l'être un peu. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Jean-Louis Bourlanges. Merci à tous. À la semaine prochaine, lundi.